Avec près de 70 questions adressées à CrossGect, vous démontrez cette année encore votre intérêt pour notre activité et son évolution, et je vous en remercie. Le fait que nous approchions les dépôts de demandes d'autorisation de mise sur le marché et que dès cette année nous prévoyons de livrer un client représente manifestement à vos yeux également un véritable tournant dans notre histoire commune. Stimulés par votre exigence, nous allons maintenant répondre à vos questions. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver ici depuis ce site CrossGect dijonnais de Mazen-Sully. On a collecté vos questions. On va aller les poser aux équipes CrossGect. Suivez-moi. J'ai le plaisir de rejoindre le premier invité de ce rendez-vous. Il s'appelle Olivier Lacombe. Il est directeur du développement pharmaceutique ici chez CrossGect. On a 4 thématiques à aborder avec Olivier Lacombe. Olivier Lacombe, bonjour. Bonjour. Première thématique, la plateforme Zeneo. Quelle est la durée de vie maximale du dispositif Zeneo non rempli? C'est ma première question. La durée de vie du dispositif hors médicaments est très supérieure à celle des médicaments visés, qui est généralement de 2 à 3 ans. Un modèle prédictif des effets cliniques post-injection par Zeneo est-il en cours d'investigation? Nous avons recours à la modélisation sur 2 plans. La performance du Zeneo et l'analyse des données cliniques. Les équipes de CrossGect, en puisant dans leur passé transdermique, ont développé de longue date une technique à base d'essais ex vivo à partir de vrais échantillons de peau humains issus d'opérations de chirurgie esthétique combinées à des observations cliniques sous IRM, à l'image d'une étude en cours à Dijon, afin de caractériser et maîtriser les profondeurs d'injection. Les techniques de modélisation sont également utilisées pour consolider l'interprétation des résultats, comme par exemple dans le but d'extrapoler aux populations pédiatriques les résultats cliniques générés sur des populations adultes uniquement, ou encore pour prédire des effets pharmacologiques si les connaissances du principe actif sont suffisantes. Ces modèles prédictifs peuvent être utilisés en complément du dossier clinique et sont de plus en plus considérés par les autorités réglementaires dans leur évaluation de dossier. La plateforme Zeneo est-elle adaptable à une injection intramusculaire sur nourrisson? Grâce à sa technologie originale, issue du monde de la propulsion, la plateforme Zeneo est particulièrement flexible et elle peut être adaptée à de nombreuses configurations d'utilisation. La plateforme s'adapte au volume à injecter, à la viscosité du produit, au site et à la profondeur d'injection sur peau nue ou à travers un vêtement. Zeneo s'adapte également aux populations ciblées, que ce soit les adultes, les enfants ou les personnes âgées. Au sujet de la plateforme Zeneo, quelle est la taille des 3 types de lots de développement? La taille des lots de développement et de transposition industrielle est adaptée en fonction de chaque molécule. Par exemple, pour leur utilisation lors de programmes d'analyse physico-chimique, pour les études de stabilité ICH, les photostabilités, ICH Q3D, etc. Et également des ambitions commerciales. Ces informations sont confidentielles et stratégiques pour notre entreprise, mais nous pouvons indiquer que cette taille varie de 2000 à 20 000 unités par lot. Est-ce que vous produisez des lots spécifiques pour les études de stabilité ou bien les prélèvements sont-ils réalisés sur les 5-6 lots de développement réglementaires? Les lots de validation permettent généralement de réaliser les études de stabilité et d'alimenter les études cliniques. Un lot technique en amont peut être utile également pour des données supportives au dossier. Le dépôt des premiers dossiers d'autorisation de mise sur le marché après l'European Drugs Agency, à minima pour le dosage adulte, est-il aussi planifié pour 2024? Oui, c'est notre objectif, oui. Quels sont les critères primaires de pharmacocinétique et de pharmacodynamique que jugeront la FDA et l'IMA? Les programmes actuels Zeneo sont éligibles à la procédure réglementaire 505B2 aux États-Unis et 10.3 en Europe. Dans le cadre de ces procédures, la FDA et l'IMA évalueront le dossier des combinaisons avec Zeneo, principalement sur les données de pharmacocinétique qui ont été générées lors des études de phase 1 de biodisponibilité comparative à un médicament de référence déjà enregistré. Les principaux paramètres sont l'AUC, qui peut être assimilé comme la représentation de la dose administrée, le Cmax, la concentration sanguine maximum, et le Tmax, le temps auquel le Cmax est atteint. Il y a également l'évaluation du temps auquel la concentration minimum active est atteinte, qui peut avoir un intérêt en lien avec les effets pharmacodynamiques. Les autorités de santé demandent-elles de mener les études facteurs humains avec des enfants en auto-administration? Oui, il s'agit d'études d'utilisation en simulation, sans intervention clinique. Nous avons par exemple testé comment des jeunes de 12 ans et plus réalisent une injection sur un adulte qui a une crise d'épilepsie. Les études de facteurs humains permettent de démontrer la bonne utilisation par toutes les populations susceptibles d'administrer un médicament en cas d'urgence. Les enfants sont inclus dans nos études. Aucune injection n'est effectuée durant ces études spécifiques.
L'étude Human Factors de zénéohydrocortisone aux États-Unis a-t-elle été menée comme prévu? Le design de l'étude a été revu à la suite d'un échange avec la FDA. L'étude débutera prochainement, mais n'est pas sur le chemin critique du développement. Olivier Lacombe, on va s'attacher à parler des médicaments et de leur dosage avec une première question sur cette thématique. De nombreuses normes régissent la validation de la stabilité d'un médicament. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet? Oui, bien sûr. Pour des molécules connues, la norme principale est ICH-Q1 et un dossier avec 6 mois à 12 mois de stabilité selon la molécule, les procédés de fabrication, en conditions ambiantes et accélérées, peuvent être recevables. Il y a également d'autres requis, comme la validation industrielle, nécessitant de produire 3 lots à échelle industrielle, qui servent notamment à conduire les stabilités. Sur quel dosage est-ce que vous travaillez pour zénohydrocortisone et zénéoadrénaline? Quels sont les médicaments de référence qui serviront de base comparative pour les essais de bioéquivalence? Pour zénéohydrocortisone, nous travaillons sur un dosage de 100 mg et il sera comparé à la solution de référence Solucortef, 100 mg également, lors de l'étude de bioéquivalence. Ce médicament est la référence au niveau réglementaire. Nous devons démontrer, dans une étude très similaire à celle réalisée l'an dernier pour le midazolam en intramusculaire, que l'injection de ce produit avec seringue et aiguille et celle de zénéohydrocortisone apporte chez les volontaires sains des taux sanguins bioéquivalents. Pour zénéoadrénaline, nous commençons par développer 0,15 mg et 0,3 mg. Pour les essais de bioéquivalence de zénéoadrénaline, le médicament de référence est EpiPen. L'adrénaline a des propriétés vasoconstrictrices. Êtes-vous inquiet sur les effets de la distribution locale du jet au point d'injection qui pourrait peut-être impacter des résultats de bioéquivalence? Non, nous ne sommes pas du tout inquiets. Olivier Lacombe, merci beaucoup. Je vous propose de retrouver Isabelle Lipschus, c'est la directeure qualité et réglementaire. On va s'attacher à un sujet notamment avec Isabelle, celui des exigences des autorités de santé. Isabelle Lipschus, bonjour. Bonjour Vincent. On y va? On y va. Première question Isabelle, un concurrent vient de voir son dépôt de dossier NDA retardé de 3 trimestres suite à l'audit de sa ligne de production par la FDA. Les autorités, et notamment la FDA, peuvent-elles avoir des exigences spécifiques sur ces lignes de production en refusant par exemple la réalisation des lots de production sur la ligne historique qui est moins automatisée? Chaque variation de procédé de fabrication doit être soumise aux autorités. Les comparaisons d'une étape d'automatisation à l'autre sont réfléchies pour être des améliorations acceptables en évitant les changements de technologie. De nouvelles lignes peuvent être soumises à autorisation sans pour autant retirer des dossiers les procédés initiaux. Quels sont les attendus sur le chemin critique avant signature de l'IUA? La FDA détermine au cas par cas quelles données lui donnent satisfaction pour un EUA et le timing en découle. C'est une procédure d'exception pour faciliter la disponibilité des contre-mesures médicales, pour aider à renforcer la protection du public dans le cadre du risque chimique, biologique, radiologique ou nucléaire. Nous l'avons notamment vu pour les vaccins Covid, qui aux États-Unis ont été initialement approuvés dans le cadre de cette procédure d'urgence. Le laboratoire pharmaceutique indique au préalable à la FDA les données dont il dispose et celles qu'il obtiendra plus tard, et la FDA indique la date de dépôt en fonction de ces informations. Ayant revu les éléments au fil de l'eau, elle peut alors attribuer l'EUA en quelques jours ou en quelques semaines. Enfin Isabelle, un dosage pédiatrique nécessite-t-il de conduire le même programme d'essai et de validation qu'un dosage adulte, y compris l'essai clinique de bioéquivalence? Alors non. Des plans pédiatriques avec des extrapolations de données cliniques générées chez l'adulte sont généralement acceptables. Et on ajoute des données de littérature supportive pour établir l'efficacité et la sécurité des dosages pédiatriques. Je rejoins à présent Henri de Parseval. Il est directeur ingénierie et industrie ici à Crossject. Henri de Parseval, bonjour. Bonjour. Une question sur GRADE 2. Henri, avez-vous une idée du temps d'étude et de réalisation, notamment justement sur GRADE 2, à partir de la décision de lancement? Alors la construction de GRADE 2 est à l'étude, en parallèle des sites actuels, mais ces informations stratégiques, nous les gardons confidentielles. Merci Henri. On se retrouve à présent avec l'invité suivant. C'est Bertrand Dimet qu'on va retrouver à présent. Bertrand Dimet, il est directeur de la production ici chez Crossject. Bertrand Dimet, bonjour. Bonjour Vincent. Bertrand, je voudrais qu'on évoque deux sujets avec vous. La montée en puissance de la capacité industrielle d'une part, et puis on va évoquer la BARDA dans un second temps. Tout d'abord, quels sont les objectifs de capacité de production installés chez Crossject à fin 2023 et à fin 2024, début 2025? Alors nous prévoyons un déploiement industriel graduel couvrant les besoins.
Nos prévisions détaillées sont des éléments sensibles intéressant la concurrence. Deuxième question, le bâtiment de Girano sera-t-il réceptionné fin juin avec une ou plusieurs lignes de fabrication? Alors, le transfert des lignes de production pyrotechnique, ça entend les machines générateurs de gaz et actionnaires, dans le bâtiment de Girano est prévu cet été. Et ensuite, elles seront dupliquées selon la croissance et en fonction du besoin. Mais on a déjà aujourd'hui ce qui permet de fournir le contrat BARDA. Quelle est la durée de conservation maximale des tubes stérilisés mis en sachs? Et la durée est actuellement de 12 mois, ce qui est largement suffisant à ce stade. Deuxième volet, celui de la BARDA, avec quelques questions également. Le lancement d'un lot devant être anticipé à 6-8 mois, êtes-vous en mesure de confirmer l'objectif de première livraison de Zeneo Midazolam à la BARDA à fin 2023? Alors c'est notre objectif, oui. Afin d'accélérer l'exécution du contrat BARDA en 2024 et sous réserve évidemment du souhait du client, envisagez-vous de produire et de stocker des dispositifs mécaniques et verres stérilisés dans le cas où les niveaux de capacité de production de Crossject et Cenexi s'inverseraient fin 2023? C'est complètement du domaine du possible et nous considérons ça comme une information sensible qui pourrait être utilisée par la concurrence. Alors il faut savoir que le lissage par anticipation des productions, c'est effectivement une pratique courante qui permet de répondre aux besoins commerciaux. Bertrand Dimet, merci beaucoup. Je vous remercie. J'ai le plaisir de retrouver Olivier Giré. Olivier, bonjour. Bonjour Vincent. Je rappelle que vous êtes chef Operating Officer Specialty Pharma. Alors, 4 thématiques. On a regroupé les questions dans un premier temps sur le thème USA et BARDA. Avec une première question, les lots de développement Zénomidazolam restant à produire seront-ils facturés à la BARDA avec un tarif à minima équivalent à celui des lots série? Et si oui, la facturation aura-t-elle lieu au remplissage ou lors de leur libération après un temps minima d'études de stabilité? Crossject facture mensuellement à la BARDA les activités contractuelles liées au développement réglementaire avancé de Zeneo Midazolam, sur la base des coûts réellement supportés dans le mois. En d'autres termes, que ce soit pour ses coûts internes ou externes, les coûts de développement liés au programme BARDA nous sont remboursés en quelques semaines. Crossject va-t-elle porter en nom propre le dépôt NDA de Zeneo Midazolam auprès de la FDA? Oui, à la fois pour l'Emergency Use Authorization, EUA, ou pour la New Drug Application NDA. Donc il y en a une qui est l'autorisation en urgence et l'autre qui est l'autorisation de mise sur le marché. Est-ce qu'il y aura des actions significatives de reprise à la charge de Crossject sur les lots livrés sous Emergency Use Authorization une fois le NDA validé, par exemple la réétiquetage? A priori non, et notamment pas le réétiquetage qui pourrait effectivement avoir à être fait pour allonger la durée de vie des produits en fonction des données qui sont générées au fur et à mesure dans les études de stabilité. Le volume du marché et les prix pratiqués sur le marché Seizure Cluster Acute sont-ils une base pertinente pour évaluer le marché potentiel du statut epilepticus pour Zénomidazolam aux États-Unis? C'est notre hypothèse. Question suivante. Le marché de l'auto-administration de l'adrénaline aux États-Unis reste dominé par les auto-injecteurs à aiguille. Les prix publics restent élevés sur les marques historiques ou leurs génériques. Certains États comme le Colorado tentent de mettre en place des lois pour limiter drastiquement le coût des dispositifs. Par ailleurs, de nouvelles formes d'administration, en spray nasal, en film sublingual par exemple, sont en cours de développement et pourraient très prochainement être autorisées à la vente. Dans ce nouveau contexte de concurrence, comment est-ce que vous appréhendez la distribution de Zeneo Adrénaline? Alors les auto-injecteurs d'adrénaline avec aiguille ont effectivement permis de sauver de nombreuses vies depuis de nombreuses années. Le marché est assez développé, notamment aux États-Unis. Pas encore énormément en Europe, mais ça va venir avec l'arrivée d'innovations, avec l'impact grandissant des allergies. Il reste un besoin non satisfait, en particulier sur la maniabilité, la miniaturisation, la fiabilité et bien sûr la question de l'aiguille. Il y a, c'est vrai, un spray nasal qui est en développement avec une dose 6 fois supérieure développée pour atteindre la même dose qu'en intramusculaire. Ce produit a essuyé un refus auprès des autorités européennes et il semble passer des étapes importantes aux États-Unis. D'une façon générale, nous pensons que ce marché va évoluer vers du sans-aiguille et qu'il va se développer avec l'arrivée d'innovations. Et donc oui, nous sommes confiants sur la place de Zeneo. Et oui, il y a un intérêt certain en business développement. Deuxième volet, celui de la distribution, avec une question. Zeneo Midazolam sera-t-il distribué sous le format d'un kit de 2 unités? Non, ce sera une unité et également un kit de 10 unités. Bien sûr, on sait s'adapter s'il y avait une demande spécifique d'une autorité de santé. Un sujet sur lequel on a eu 3 questions. Le sujet de la concurrence. Une société développe un auto-injecteur à aiguille pour cette même application. Depuis, ce groupe pharmaceutique ne communique quasiment plus sur ce programme, au contraire du reste de son portefeuille très détaillé au niveau des perspectives. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Alors non, il n'y a pas eu de communication récente de cette société ni des autorités sur ce produit. Compte tenu de l'évolution du marché naloxone, de plus en plus concurrentiel et segmenté
en différents dosages. Le développement de zénéonaloxone a-t-il encore du sens? Oui, CrossJect a certes prioritisé les développements cliniques sur zénomidazolam, hydrocortisone et adrénaline, mais nous n'avons pas abandonné les développements des autres molécules du pipeline. Êtes-vous attentif aux approches alternatives au naloxone, voire impliqué dans des programmes de lutte contre la crise des opioïdes? Oui, nous sommes bien entendu attentifs. Dernier volet évoqué avec vous, Olivier Giré, autour du business development. Plusieurs questions sur le programme Héroïsme 2 et aussi sur votre collaboration annoncée en septembre dernier avec une société pharmaceutique américaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? L'idée, c'est de positionner Zénéo dès que possible dans le développement, lorsque sa valeur ajoutée pour l'urgence vitale est une évidence. Concernant Héroïsme 2, dont il est question, c'est le développement en early stage d'une molécule associée à Zénéo pour la prise en charge du choc hémorragique, qui cause de nombreux décès sur le champ de bataille ou dans les accidents de la route. Il y a donc un usage utile pour protéger le soldat d'une part et protéger les civils d'autre part. Ce développement, d'ailleurs, est financé en France par l'Agence nationale de la recherche. L'autre collaboration à laquelle il est fait allusion ici, avec une société pharmaceutique américaine, c'est le développement initial d'un médicament d'urgence vitale pour une administration préhospitalière et par un personnel non médical. Donc là aussi, l'administration par Zénéo permettrait d'agir au plus vite, au plus près de l'urgence, et ça augmenterait donc les chances de sauver des vies. Donc c'est très logique, vous voyez, on réfléchit dès maintenant aux applications d'après-demain, au-delà du portefeuille de produits actuels. Olivier Giré, merci beaucoup. On va parler finance avec Marianne Svensson. Elle est directrice administrative et financière ici chez CrossJect. Marianne, bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que vous pourriez préciser la nature du jalon commercial de 500 000 euros facturé fin 2022? Oui, il est lié à l'avancement du contrat Midazolam en Allemagne. Marianne, lors d'une récente communication, vous avez tenu à remercier le fonds Vester Finance pour, je cite, sa gestion fine de son produit obligataire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? La quasi-totalité des obligations a été convertie par Vester fin juin 2022. À fin mars 2023, soit 9 mois plus tard, nous avons pu vérifier que plus de 80% des actions correspondantes n'avaient toujours pas été vendues. À ce jour et à cette heure, le cours est inférieur de près de 30% par rapport au plus haut de 2023 et proche de celui du 1er janvier 2023. Est-ce dû à la gestion fine de Vester Finance ou bien ce niveau de cours décevant préfigure-t-il d'une prochaine augmentation de capital? Les facteurs affectant le cours de bourse sont multiples et intègrent notamment une faiblesse générale des marchés financiers concernant les petites et moyennes capitalisations dans le domaine de la santé. Les financements annoncés en 2022 et début 2023 contre Barda et la dette bancaire notamment nous détachent à court terme d'une forte dépendance au marché et donc d'une sensibilité au cours de bourse. Dans le rapport d'activité 2022, vous évoquez différentes éventualités nécessitant d'avoir recours à de nouveaux financements si la situation de la société l'exige. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? CrossJect étudie en permanence toutes les pistes possibles de financement, lui permettant d'atteindre ses objectifs tout en privilégiant bien entendu les formes non ou peu dilutives. Marianne Svensson, merci beaucoup. Merci à vous. On va parler Cenexi, notamment avec Charles Michaud. Charles Michaud est directeur des achats chez CrossJect. Charles, bonjour. Les investissements prévus au titre du contrat cadre annoncé au premier semestre 2021 ont-ils été engagés par Cenexi conformément au calendrier prévu? Écoutez, vous comprendrez que pour d'évidentes raisons de confidentialité, également le secret des affaires, on ne peut pas rendre public des informations se rapportant à notre déploiement industriel. On est quand même en mesure d'indiquer que chaque opération sous-traitée fait l'objet d'actions de sécurisation adaptées qui peuvent comporter ou combiner des investissements, une politique de stock et un double sourcing. Soyez quand même assurés qu'on prévoit un déploiement industriel couvrant nos besoins. Et du coup, ça se fera quand? Comme je vous l'ai dit, vous comprendrez que ces informations ou ces prévisions détaillées sont des éléments sensibles qui sont susceptibles d'intéresser la concurrence, donc je ne pourrai me positionner. Charles Michaud, merci beaucoup. Merci. Et je retrouve Patrick Alexandre, président du directoire CrossJect. Première question, Patrick Alexandre. Une étude Alpha Value annonce une mise sur le marché en 2026 de toutes les autres spécialités en portefeuille. Le prévisionnel d'Alpha Value pour ses mises sur le marché en 2026 des génériques restants au portefeuille est-il partagé par CrossJect? Les analystes donnent leurs prévisions et appréciations indépendamment de CrossJect, dont la logique est bien entendu de développer le reste du pipeline à la suite des 3 molécules prioritaires identifiées. CrossJect bénéficie-t-elle d'un droit de relecture des articles publiés à l'issue d'une interview? Non, les journalistes sont indépendants. CrossJect a très peu recours au publi-reportage où le contenu éditorial serait à la main de CrossJect.
Question suivante, Patrick Alexandre. Suite à son changement de dimension, Crossject envisage-t-elle de faire évoluer son modèle de communication? Nous y travaillons. Patrick Alexandre, nous avons reçu évidemment beaucoup de questions qui touchent de près à la stratégie sur des sujets comme la BARDA, évidemment, la sollicitation d'une société pharmaceutique américaine pour tester la compatibilité médicamenteuse avec la plateforme Zeneo, conditionnement de distribution de Zeneo Adrénaline aux États-Unis, Desitin et beaucoup de sujets. Qu'est-ce qu'on peut donner comme élément de réponse là-dessus? Vous comprendrez que pour toutes ces questions qui touchent à la stratégie de l'entreprise et à son positionnement concurrentiel, nous ne répondions pas de manière directe. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bien voilà, on espère avoir répondu à un maximum de vos questions. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau format Crossject.